Le SMS est arrivé à 21h17. 3 mots. Ça va encore. N'importe qui d'autre y aurait jeté un coup d'œil et serait passé à autre chose, mais j'ai failli faire tomber ma tasse de café. Parce que 30 ans plus tôt, assise dans un petit bistrot bon marché près de la base militaire de Castres, j'avais appris à ma petite sœur exactement ce que ces mots signifiaient. Si elle était en sécurité, elle devait écrire « Tout va bien ». Si elle était surveillée, contrôlée ou forcée de faire semblant que tout allait pour le mieux, elle devait écrire « Ça va encore ». Un seul mot de différence. Un mot qui signifiait qu'il y avait un problème. Un mot qui signifiait qu'elle avait besoin d'aide. Un mot qui signifiait que j'avais 15 minutes pour décider si je réagissais de manière excessive ou si ma sœur était en danger. 15 minutes plus tard, j'étais déjà au volant en direction de chez elle. Et pour la première fois depuis 20 ans, j'utilisais des compétences que je pensais avoir laissées derrière moi en prenant ma retraite de l'armée. Mon beau-frère avait toujours pensé que je n'étais que sa belle-sœur discrète et inoffensive. Il était sur le point de découvrir à quel point il se trompait. J'ai pris ma retraite de l'armée de terre à 56 ans. 20 ans sous l'uniforme m'avaient appris beaucoup de choses, mais la leçon la plus importante était peut-être de savoir quand ne pas parler de soi. Un nombre surprenant de personnes passent leur vie à essayer d'impressionner des inconnus. Je n'ai jamais vu l'intérêt. Après ma retraite, j'ai emménagé dans une petite maison à l'extérieur de Toulouse, en Haute-Garonne. Ce n'était pas luxueux. La terrasse avant avait besoin d'un coup de peinture. Les parterres de fleurs luttaient constamment contre les mauvaises herbes. La boîte aux lettres penchait légèrement vers la gauche, peu importe le nombre de fois où je la redressais. Mais Jeanne aimait le moindre recoin. La plupart des matins, je me réveillais avant le lever du soleil, je préparais du café et je m'asseyais sur la terrasse pour écouter le chant des oiseaux. Là-bas, personne ne savait grand-chose de mon passé. Pour eux, j'étais simplement Sylvie Martin, une femme tranquille qui aimait le jardinage, une veuve qui faisait du bénévolat au refuge pour animaux de la SPA, une femme qui préparait des tartes aux pommes pour les kermesses du village. Je préférais que ce soit ainsi. L'armée m'avait déjà pris suffisamment d'années de ma vie. Je n'avais pas besoin d'en parler à chaque conversation. Ma petite sœur, Émilie, vivait à environ 40 minutes de route. Elle avait 4 ans de moins que moi et avait toujours été la plus douce de nous deux. Quand nous étions enfants, je grimpais aux arbres, Émilie cueillait des fleurs. Je me battais, Émilie s'excusait à ma place. Je me suis engagé dans l'armée, Émilie est devenue documentaliste dans un collège. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous étions toujours restés très proches, surtout après le décès de nos parents. Pendant des années, chaque dimanche est devenu notre tradition. Un déjeuner ensemble, un café ensuite, quelques heures à parler de tout et de rien. Ces après-midi comptaient plus pour moi que je ne l'ai jamais admis. Émilie avait épousé Laurent Dubois 8 ans plus tôt. Au début, je l'aimais bien. La plupart des gens l'appréciaient. Laurent était charmant quand il le voulait. Il avait une poignée de main ferme, se souvenait des anniversaires, racontait des histoires amusantes lors des barbecues, aidait les voisins à déplacer des meubles. Le genre d'homme que les gens décrivent comme un type bien. Mais le charme peut cacher bien des choses. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'était environ 3 ans après leur mariage. Émilie a cessé de prendre des décisions. Pas ouvertement, pas de manière spectaculaire, juste de petits détails. Je lui demandais où elle voulait manger, elle regardait d'abord Laurent. Je lui demandais si elle voulait venir passer un week-end chez moi, elle vérifiait avec Laurent. Je lui demandais quel film elle voulait voir au cinéma, Laurent répondait à sa place. Au début, je me suis convaincu que je me faisais des idées. Puis le schéma s'est répété, année après année. De petits morceaux de ma sœur semblaient disparaître. Un dimanche après-midi, pendant que Émilie était dans la cuisine, Laurent s'est assis en face de moi sur leur terrasse. Il a pris une gorgée de bière et a ri. « Tu sais, Sylvie, je ne crois pas que tu aies jamais eu un vrai travail. » J'ai souri. « Ah bon ? Bien sûr. » Il a fait un geste vers les parterres de fleurs. « Tu as toujours eu l'air plutôt détendu. » J'ai failli éclater de rire. J'avais passé des années à dormir dans des tentes, à survivre à la chaleur des opérations en Afrique, à diriger des soldats et à prendre des décisions de vie ou de mort. Mais j'ai simplement répondu, c'est une façon de voir les choses. Laurent a ricané. Je veux dire, Émilie est la forte. C'est elle qui a toujours eu le sens des responsabilités. Je l'ai observée attentivement. Non pas parce que ces mots m'offensaient,
mais à cause de la façon dont il les prononçait. Il y avait quelque chose sous la plaisanterie, quelque chose de méprisant, quelque chose qui suggérait qu'il aimait sous-estimer les gens, surtout les femmes. Après cela, des commentaires similaires sont devenus fréquents. Sylvie est trop gentille pour le monde réel. Sylvie ne comprend rien aux affaires. Sylvie s'inquiète trop. Sylvie passe ses journées avec ses fleurs et ses chiens. Émilie avait généralement l'air mal à l'aise quand il parlait de cette façon, mais elle ne le contredisait jamais. Cela me dérangeait plus que les commentaires de Laurent. La sœur avec laquelle j'avais grandi n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. La femme assise à côté de lui semblait avoir peur de quelque chose. Je n'arrivais juste pas à comprendre de quoi. Au cours des 2 années suivantes, les changements sont devenus plus difficiles à ignorer. Émilie a cessé de répondre immédiatement aux appels. Elle sortait rarement seule. Son cercle social s'est rétréci. Ses amis ont cessé de venir la voir. Les réunions de famille sont devenues moins fréquentes. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle souriait toujours. Toujours. Exactement le même sourire. Le sourire que les gens affichent quand ils ne veulent pas dire la vérité. Un après-midi, en l'aidant à ranger le garage, j'ai remarqué un bleu près de son poignet. Mon estomac s'est noué. Que s'est-il passé? Elle a immédiatement baissé sa manche. Rien, Sylvie. Je me suis cogné contre une étagère. La réponse est venue trop vite, trop répétée. Je n'ai pas insisté davantage. Pas à ce moment-là. La pression pousse souvent les personnes effrayées à se replier sur elles-mêmes. Des années de commandement m'avaient appris cela. Au lieu de cela, je suis restée patiente, j'ai observé, j'ai attendu. Des mois ont passé. Puis, un soir, près de 30 ans après sa création, notre vieux code d'urgence a refait surface. À l'époque où j'étais une jeune officier de l'armée, Émilie s'inquiétait constamment pour moi. Elle s'inquiétait pendant mes déploiements. Elle s'inquiétait pendant les exercices d'entraînement. Elle s'inquiétait à chaque fois qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Alors, j'avais créé un système de communication simple. Si l'une de nous avait un jour besoin d'aide mais ne pouvait pas le demander directement, nous utiliserions des phrases spécifiques. C'était censé être une blague, un jeu entre sœurs, quelque chose dont nous n'aurions probablement jamais besoin. Du moins, c'est ce que nous pensions. Pendant des décennies, aucune de nous ne l'a utilisé, jusqu'à cette nuit-là. À 21h17, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Émilie. Ça va encore. Rien d'autre, pas d'émoji, pas d'explication, pas de suite, juste 3 mots. J'ai fixé l'écran. Chaque instinct en moi s'est réveillé. Les gens imaginent souvent que l'entraînement militaire se résume aux armes, aux tactiques ou au combat. Ils ont tort. La compétence la plus précieuse que j'ai acquise a été de reconnaître des schémas. Et quand les schémas changent soudainement, il faut y prêter attention. Émilie n'avait pas envoyé ce message par erreur. Elle avait choisi chaque mot. Soigneusement, délibérément. Pendant un long moment, je suis resté assise en silence. Le café dans ma main a refroidi. Dehors, l'air du soir était devenu calme. Puis j'ai ouvert mes contacts, non pas pour appeler Émilie. Pas encore, car si elle était surveillée, l'appeler pourrait aggraver les choses. Au lieu de cela, j'ai commencé à rassembler des informations de la manière dont on m'avait formé à le faire pendant 20 ans. Lentement, méthodiquement, sans panique, sans supposition. En quelques minutes, je savais déjà une chose avec certitude. Quelque chose n'allait pas du tout. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu le sentiment indéniable que ma sœur me demandait de venir la chercher. Partie 2, le code de détresse. La première règle de la gestion de crise est simple, ne laissez pas la peur prendre des décisions à votre place. La deuxième règle est encore plus importante, rassemblez les faits avant d'agir. J'ai répété ces 2 règles silencieusement en posant mon café et en me dirigeant vers mon bureau. La plupart des gens supposeraient probablement qu'après la retraite, les habitudes militaires disparaissent. Ce n'est pas le cas. Pas les plus utiles. La discipline reste en vous. La capacité à rester calme reste en vous. L'instinct d'évaluer les situations objectivement reste en vous. En moins de 60 secondes, j'avais un carnet à spirale sur mon bureau, un stylo, mon ordinateur portable allumé et une chronologie qui prenait déjà forme dans ma tête. 21h17, message reçu. Ça va encore. La phrase en elle-même ne suffisait pas à me dire exactement ce qui se passait,
mais elle m'indiquait une chose cruciale, Émilie pensait qu'elle ne pouvait pas parler librement. Cela réduisait considérablement les possibilités. J'ai noté chaque interaction que nous avions eue au cours du mois précédent. Chaque appel téléphonique, chaque visite, chaque détail inhabituel. Le processus m'était familier, non pas parce que je menais une enquête dramatique, mais parce que je cherchais des schémas. Les schémas révèlent des vérités que les émotions manquent souvent. La première chose qui m'a frappé, c'est à quel point j'avais peu parlé à Émilie récemment. 3 ans plus tôt, nous nous parlions presque tous les jours. Maintenant, il s'écoulait parfois 4 ou 5 jours entre nos conversations. Sur le moment, j'avais mis ça sur le compte de la vie, des emplois du temps, de l'âge, des responsabilités. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. J'ai fait défiler l'historique de nos messages. Une réalisation inconfortable s'est installée dans mon estomac. Presque chaque conversation se terminait brusquement. Presque chaque appel téléphonique durait moins de 10 minutes et presque chaque visite du week-end avait été annulée par Laurent. Pas par Émilie. Par Laurent. J'ai souligné son nom plusieurs fois. Puis j'ai pris mon téléphone. Mon premier appel n'a pas été pour la police. Ce n'était pas pour Émilie. Ce n'était même pas pour Laurent. C'était pour une femme nommée Chantal. Chantal habitait à 2 maisons de celle d'Émilie, une infirmière à la retraite, amicale, observatrice, le genre de voisine qui remarquait tout. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Sylvie, tout va bien ? Je n'en suis pas sûr. » Il y a eu un bref silence. Que s'est-il passé ? J'ai choisi mes mots avec soin. À quand remonte la dernière fois que tu as vu Émilie ? Un autre silence. Plus long cette fois. C'est une question étrange. À quand remonte-t-elle ? Chantal a soupiré. Il y a quelques jours. Comment avait-elle l'air ? Silence. Puis un autre soupir. Et soudain, j'ai su. Parce que les gens n'hésitent de cette façon que lorsqu'ils décident s'ils doivent dire la vérité ou non. Pas très bien, a fini par dire Chantal. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Je ne sais pas exactement. Dis-le-moi quand même. Chantal a baissé la voix. Je les ai entendus se disputer. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit a soudainement semblé plus froide. À quelle fréquence ? Plus souvent ces derniers temps. Physique ? Je ne sais pas, cette réponse semblait honnête. Elle n'exagérait pas. Elle ne devinait pas. Elle ne savait tout simplement pas, quel genre de dispute ? Laurent qui crie. Ma mâchoire s'est crispée. Et Émilie ? Principalement en train de pleurer. J'ai fermé les yeux un instant. Des années auparavant, lors des briefings de déploiement, nous discutions souvent des indicateurs. Un indicateur seul ne signifiait pas grand-chose. Plusieurs indicateurs ensemble créaient un schéma et je commençais à en voir autre chose, et j'y demandais. En fait, Chantal a de nouveau hésité. Quoi ? Je n'ai pas vu Émilie conduire dernièrement. Cela a attiré mon attention. Émilie adorait conduire. Elle l'avait toujours fait. Les petits voyages, les virées du week-end à la librairie, les sorties dans les cafés. Conduire représentait la liberté pour elle. Depuis combien de temps ? Peut-être 2 mois. 2 mois. Je l'ai noté immédiatement. Autre chose ? Une autre pause. Laurent a renvoyé leur femme de ménage il y a environ 3 semaines. C'était étrange. Émilie souffrait d'arthrose aux 2 genoux. La femme de ménage l'aidait parce que certaines tâches étaient devenues difficiles. Pourquoi Laurent supprimerait-il soudainement ce soutien, à moins que l'isolement ne soit son but ? Ma carrière militaire m'avait appris quelque chose de dérangeant sur le contrôle. Les personnes qui cherchent à contrôler commencent rarement par des actes spectaculaires. Elles commencent petit. Elles suppriment les systèmes de soutien. Limitent l'indépendance. Restreignent la communication, réduisent progressivement le monde de l'autre. Au moment où les personnes extérieures le remarquent, les dégâts sont souvent déjà considérables. Quand j'ai mis fin à l'appel, je suis restée silencieuse pendant plusieurs instants, non pas parce que j'étais choquée, car je ne l'étais pas. Au fond de moi, je m'inquiétais depuis des années. Maintenant, l'épreuve ne faisait que rattraper mon instinct. J'ai regardé l'heure. 21h31, 14 minutes s'étaient écoulées depuis l'arrivée du message. J'ai ouvert les réseaux sociaux.
Émilie n'avait rien publié depuis des semaines. Ce n'était pas normal. Elle adorait les livres, les bibliothèques, les photos de son jardin. Il y avait toujours quelque chose. Maintenant, il n'y avait plus rien. Ensuite, j'ai vérifié le groupe Facebook du quartier. Plusieurs publications récentes mentionnaient Laurent. Pas directement, indirectement. Un voisin se plaignait de disputes bruyantes. Un autre mentionnait que la police avait été appelée quelque part dans la rue plusieurs semaines plus tôt. Aucun nom n'était cité. Pourtant, c'était plus de pièces, plus de schémas, plus de raisons de s'inquiéter. Puis autre chose m'est venue à l'esprit. J'ai ouvert un dossier contenant des documents familiaux, anniversaires, adresses, contacts d'urgence. Des années plus tôt, Émilie m'avait donné accès à plusieurs choses en cas d'urgence. La plupart des gens ne pensent jamais à la planification d'urgence avant d'en avoir besoin. Les familles de militaires pensent différemment. La préparation devient une seconde nature. Un fichier contenait les coordonnées du médecin d'Émilie. Un autre listait ses médicaments. Tout semblait normal. Puis j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Une mise à jour récente n'y figurait pas. Émilie mettait généralement tout à jour méticuleusement. Cette absence me dérangeait. Les petits détails comptent, surtout lorsqu'une personne habituellement organisée cesse soudainement de l'être. À 21h34, j'ai pris une décision. J'allais conduire jusqu'à chez elle. Pas demain. Pas demain matin. Maintenant. Avant de partir, j'ai envoyé un SMS soigneusement formulé. Pas à Émilie, à Laurent. Juste assez pour établir un point de référence. Juste assez pour voir comment il répondrait. Je pensais passer vous voir demain. J'espère que vous allez bien tous les deux. La réponse est arrivée en moins d'une minute. Trop rapide. Presque comme s'il fixait son téléphone. On va bien. Aucune mention d'Émilie. Pas de salutation. Pas de chaleur. Juste 3 mots. On va bien. Pas, elle va bien. Pas, Émilie te passe le bonjour. On va bien. Le contrôle se révèle souvent dans le langage. J'avais déjà vu ce schéma de nombreuses fois. J'ai pris mes clés, mon sac à main, une veste légère. Puis je me suis arrêté près de la porte d'entrée. La maison était silencieuse. L'horloge comptoise dans mon couloir tic-taquait régulièrement. Pendant un instant, j'ai ressenti le poids de l'âge. Pas l'âge physique, l'âge émotionnel. La réalisation qu'après toutes ces années, je pourrais être en train de plonger dans une autre crise. J'avais passé des décennies à protéger des soldats, à guider de jeunes hommes et femmes à travers des situations dangereuses, à aider des familles lors d'appels téléphoniques difficiles. Je pensais que ce chapitre de ma vie était clos. Apparemment non. En verrouillant la porte derrière moi, l'air de la nuit m'a paru frais sur le visage. Le trajet prenait normalement 40 minutes. Je l'ai couvert en 32, non pas parce que je roulais de manière imprudente, mais parce que mon esprit était déjà passé en mode opérationnel. Observer, évaluer, réagir. Le rythme familier est revenu sans effort. Au moment où je suis arrivé dans le quartier d'Émilie, la plupart des maisons étaient plongées dans l'obscurité. Les lumières des terrasses brillaient doucement. Les arroseurs automatiques cliquetaient quelque part au loin. Tout semblait paisible. Trop paisible. Je me suis garé à une demi-rue de là. De vieilles habitudes. Je voulais observer avant d'annoncer ma présence. Marchant lentement sur le trottoir, j'ai étudié la maison. Des lumières étaient allumées au rez-de-chaussée, une à l'étage. Le garage était fermé. Aucun signe évident de perturbation, pas de police, pas d'ambulance, pas d'urgence visible. Pour n'importe qui d'autre, cela semblait parfaitement normal. Puis j'ai atteint le côté de la maison et je me suis figé. À travers un espace étroit entre les rideaux, je pouvais voir une partie du salon. Émilie était assise sur le canapé. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait. Et près de la porte se tenait Laurent, qui la regardait. Il ne la réconfortait pas, il ne parlait pas, il se contentait d'observer. Puis il s'est dirigé vers la porte d'entrée, a vérifié la serrure et la verrouillé à nouveau. Les battements de mon cœur ont ralenti. Pas plus vite, plus lentement, comme c'était toujours le cas lorsqu'une situation devenait claire. Parce que l'incertitude venait de se transformer en certitude. Émilie n'avait pas imaginé le danger, et moi non plus. Quelque chose n'allait vraiment pas du tout à l'intérieur de cette maison. Et pour la première fois de la nuit,
j'ai arrêté de me demander si ma sœur avait besoin d'aide. Maintenant, je devais trouver exactement comment la sortir de là. Partie 3. L'homme qui ne savait pas à qui il avait affaire. Pendant près d'une minute, je suis resté dans l'ombre près de la haie, observant la fenêtre du salon. Émilie était assise immobile sur le canapé. Laurent faisait les 100 pas. Chaque mouvement portait la même énergie nerveuse que j'avais vue de nombreuses fois auparavant. Pas dans des maisons familiales, mais lors de briefings de commandement, lors d'audiences disciplinaires, dans des pièces où les gens savaient qu'ils perdaient le contrôle et essayaient désespérément de le reprendre. La différence était que les soldats finissaient par assumer leurs responsabilités. Les gens comme Laurent ne le faisaient généralement pas. Je l'ai regardé s'arrêter à côté d'Émilie. Il a dit quelque chose. Je ne pouvais pas entendre les mots à travers la vitre, mais j'ai vu ses épaules se crisper. Puis elle a hoché la tête. Un petit signe de tête vaincue. Laurent s'est éloigné à nouveau. Cette scène a tordu quelque chose dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. De la tristesse, parce que je me souvenais de qui était Émilie auparavant. La femme assise sur ce canapé n'était pas la sœur qui avait conduit pendant 6 heures sous une tempête de neige pour m'aider à emménager dans mon premier appartement. Elle n'était pas la femme qui organisait des programmes d'alphabétisation communautaire. Elle n'était pas la femme qui pouvait faire rire toute une pièce avec une blague parfaitement placée. Cette Émilie semblait plus petite, comme quelqu'un qui avait passé des années à s'excuser d'exister tout simplement. Je l'avais déjà vu se produire. Le contrôle change les gens, pas du jour au lendemain. Lentement, une concession à la fois, un compromis à la fois, une humiliation à la fois, jusqu'à ce qu'ils ne se reconnaissent plus. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai marché vers la porte d'entrée. Fini l'observation. Il était temps d'établir le contact. La lumière de la terrasse éclairait les marches pendant que je les montais. Puis j'ai sonné. À l'intérieur, le mouvement s'est arrêté immédiatement. 10 secondes se sont écoulées. Puis 20. La porte s'est finalement ouverte. Laurent se tenait là, vêtu d'un jean et d'un polo gris. Pendant une brève seconde, la surprise s'est lue sur son visage. Puis le sourire familier est apparu. Celui qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait paraître charmant. Sylvie. J'ai souri poliment. Bonsoir. Qu'est-ce ce que tu fais là? J'étais dans le coin. C'était évidemment un mensonge. Nous le savions tous les deux. Son sourire s'est légèrement crispé. À 22 heures passées, je voulais prendre des nouvelles d'Émilie. Elle va bien. Le voilà encore. Pas, laisse-moi l'appeler. Pas, entre. Pas, demande-lui toi-même. Juste une affirmation. Elle va bien. J'ai regardé au-delà de lui vers le salon. J'aimerais quand même la voir. Laurent a changé d'appui, un mouvement minuscule. La plupart des gens ne le remarqueraient pas. Je l'ai remarqué parce que l'hésitation révèle souvent plus que les mots. Elle est fatiguée. Je suis sûr qu'elle peut en décider elle-même. Le sourire a complètement disparu. Seulement pour une seconde, mais il a disparu. Puis Émilie est apparue dans le couloir. Quand elle m'a vu, quelque chose a traversé son visage. Du soulagement. Pas de l'excitation, pas de la surprise. Du soulagement. Cela m'a tout dit. Sylvie. Sa voix semblait tendue. J'ai immédiatement remarqué plusieurs choses. Des yeux rouges, des paupières gonflées, un léger bleu près de son poignet et quelque chose d'encore plus troublant. Elle refusait de regarder directement Laurent. Pas plus d'une seconde. Les gens n'évitent pas le contact visuel avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Pas de manière répétée, pas instinctivement. Je m'inquiétais pour toi, ai-je dit. Émilie a ouvert la bouche, puis a jeté un coup d'œil à Laurent, puis m'a regardé de nouveau. Je vais bien. Les mots semblaient répétés. De la même manière que son sourire semblait répété. De la même manière que toute cette interaction semblait répétée. Laurent a fait un léger pas en avant. Pas assez pour être flagrant. Juste assez pour s'interposer entre nous. Tu vois, a-t-il dit. Tout va bien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas à toi que je parlais. Le silence qui a suivi a duré peut-être 2 secondes. Il a semblé beaucoup plus long. Laurent a scié. Émilie avait l'air stupéfaite. Apparemment, personne ne lui avait parlé sur ce ton depuis un moment. Intéressant.
Je me suis retourné vers ma sœur. Je peux entrer? Un autre regard vers Laurent. Une autre hésitation. Puis elle a hoché la tête. Bien sûr. Laurent voulait clairement refuser, mais le faire paraîtrait suspect. Même lui le comprenait. À contre-cœur, il s'est écarté. Dès l'instant où je suis entré dans la maison, mes instincts sont devenus plus forts. Pas à cause de quelque chose de dramatique, mais à cause de petites choses. De très petites choses. Le genre que la plupart des gens ignorent. Une caméra de sécurité montée dans le coin du salon. Une autre pointée vers la cuisine. Une autre près du couloir. Trop de caméras pour une maison normale, surtout à l'intérieur. La disposition des meubles avait changé. Le fauteuil de lecture d'Émilie avait disparu. Ses étagères de livres avaient été réduites de moitié. Les photos de famille manquaient sur plusieurs murs. À la place, des citations de motivation encadrées étaient accrochées. Le contrôle, le contrôle, le contrôle. Partout où je regardais, je ne voyais des preuves. Nous nous sommes assises dans le salon. Laurent a choisi la chaise la plus proche d'Émilie, pas à côté d'elle, près d'elle. Se positionnant comme un gardien. J'ai passé les 20 minutes suivantes à faire la conversation. Rien de conflictuel, rien de dramatique. La météo, les événements du village, les potins du quartier. Pendant tout ce temps, j'ai observé et écouté. Plus important encore, j'ai observé ce que faisait Laurent. Chaque question posée à Émilie recevait la même réponse. Elle commençait à répondre, Laurent l'interrompait. Elle donnait une opinion, Laurent la corrigeait. Elle racontait une histoire, Laurent la terminait à sa place. Encore et encore et encore. Finalement, j'ai délibérément testé quelque chose. Émilie, fais-tu toujours du bénévolat à la bibliothèque le jeudi? Avant qu'elle ne puisse répondre, Laurent a pris la parole. Plus maintenant. J'ai gardé les yeux fixés sur ma sœur. J'ai posé la question à Émilie. La pièce est devenue très silencieuse. Émilie a baissé les yeux sur ses mains. Laurent s'est adossé lentement, la mâchoire crispée, et soudain j'ai compris quelque chose d'important. Il ne s'inquiétait pas de ma présence. Il était agacé par moi. Pour Laurent, je n'étais pas une menace. J'étais simplement un inconvénient. Une grande sœur fouineuse, une retraitée avec des fleurs dans son jardin, quelqu'un qu'il pensait pouvoir écarter. Cette arrogance était presque impressionnante. Après 10 autres minutes, je me suis levé. Je ferais bien d'y aller. Émilie avait l'air déçue. Ça m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru, car cela me disait qu'elle ne voulait pas que je parte. Laurent m'a pratiquement escorté vers la porte. Pas grossièrement, juste avec empressement. Arrivé sur la terrasse, je me suis tourné vers Émilie. Pourrais-tu m'aider à porter quelque chose jusqu'à ma voiture? Laurent a répondu instantanément. Quoi? J'ai souri. Un carton de livres. Il n'y a pas de livres. J'ai haussé les épaules. Alors aide-moi à porter les livres imaginaires. Pour la première fois de toute la soirée, Émilie a failli sourire. Presque. Et parce que refuser aurait semblé ridicule, Laurent a accepté à contre-cœur. Dès l'instant où nous nous sommes retrouvés seuls à l'extérieur, j'ai parlé doucement. C'est grave à quel point. Le visage d'Émilie s'est effondré. Pas de façon dramatique. Juste ce qu'il fallait. Assez pour que je voie la vérité. Les larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Oh, mon Dieu! C'était tout ce qu'elle a dit. 3 mots. Mais il portait des années d'épuisement. Je lui ai pris la main doucement. Il te fait du mal? Elle a secoué la tête, a hésité, puis a hoché la tête. Pas physiquement souvent. Mais assez. Assez. La réponse a pesé comme une pierre dans ma poitrine. Depuis combien de temps? Sa voix s'est brisée. 2 ans. 2 ans. Ma sœur vivait dans la peur depuis 2 ans et je n'en savais rien. La culpabilité m'a frappé de plein fouet. Plus fort que la colère. Plus fort que l'indignation. Parce que chaque frère ou sœur aîné pense qu'il protégera le plus jeune, peu importe son âge. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais passé à côté de ça. Il contrôle tout, a-t-elle murmuré. Mon téléphone, mon argent, mon emploi du temps. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle m'a regardé droit dans les yeux.
Pour la première fois de la nuit, pour la première fois depuis des années peut-être, j'ai revu l'ancienne Émilie. La courageuse Émilie. La sœur dont je me souvenais. J'ai besoin d'une porte de sortie. J'ai serré sa main. Tu en as une. La portière d'une voiture a claqué quelque part dans la rue. Nous avons toutes les deux levé les yeux. Le temps pressait. Je me suis penché plus près. Écoute-moi bien. Elle a hoché la tête. Demain. Documents, dossiers financiers, relevés bancaires, dossiers médicaux, tout ce qui est important. Fais des copies. Cache-les. Puis appelle-moi. Tu peux faire ça? Émilie a pris une inspiration tremblante. Oui. Bien. La réponse semblait plus forte que tout ce qu'elle avait dit de la soirée. Avant de retourner dans la maison, elle m'a arrêté. Sylvie. Quoi? Ses yeux ont scruté les miens. Pourquoi n'as-tu pas peur de lui? J'ai failli rire. Non pas parce que la question était drôle, mais parce que la réponse était simple. Pendant 20 ans, j'avais géré des crises, des urgences et des gens qui pensaient que l'intimidation les rendait puissants. Laurent n'avait rien de spécial. Il n'était qu'une brute de plus, une brute qui avait finalement choisi la mauvaise cible. J'ai souri doucement. Parce que j'ai eu affaire à des gens bien pires que Laurent. Puis je suis parti. Derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai su quelque chose que Laurent ignorait. Dès l'instant où Émilie avait demandé de l'aide, il avait déjà perdu. Partie 4. L'embuscade parfaite. La plus grande erreur que font les gens lorsqu'ils ont affaire à une personne manipulatrice est de croire que la confrontation en elle-même est la victoire. Ce n'est pas le cas. La confrontation n'est que le moment où la vérité devient visible. La véritable victoire se prépare à l'avance, discrètement, patiemment, pièce par pièce. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai parlé à Émilie presque tous les jours. Pas par des appels téléphoniques normaux, pas au début. Laurent les surveillait. Au lieu de cela, nous avons utilisé des méthodes qui auraient semblé ridicules à n'importe qui d'autre. Des emails cachés dans des recommandations de livres, des messages glissés dans le système de prêt de la bibliothèque en ligne, de petits mots transmis par des amis de confiance. Rien d'illégal, rien de dramatique, juste assez de communication pour rester en contact tout en gardant Laurent dans l'ignorance. Pendant tout ce temps, j'ai suivi le même principe qui m'avait guidé tout au long de ma carrière militaire, ne jamais avancer plus vite que vos renseignements. Recueillir des informations d'abord, agir ensuite. Les preuves se sont accumulées rapidement, bien plus vite que je ne l'espérais. À la fin de la première semaine, j'ai compris quelque chose de troublant. Laurent n'était pas seulement dans le contrôle, il était désespéré. Et les gens désespérés font des erreurs, beaucoup d'erreurs. Émilie a commencé à copier des documents dès qu'elle le pouvait. Relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, documents d'assurance, actes de propriété, tout. Un après-midi, elle a appelé depuis le parking d'un supermarché. Sa voix tremblait. Sylvie. Que s'est-il passé? J'ai trouvé un autre compte. Je me suis redressé immédiatement. Quel genre de compte? Un compte épargne caché aux 2 noms. Non. Le silence qui a suivi suffisait. Laurent l'avait dissimulé. Depuis des années, le solde s'élevait à près de 150 000 €. De l'argent dont Émilie ignorait tout. De l'argent accumulé alors que Laurent prétendait sans cesse qu'il ne pouvait pas s'offrir de vacances, qu'il ne pouvait pas payer de réparation, qu'il ne pouvait pas préparer leur retraite, qu'il ne pouvait pas se permettre les choses simples que Émilie voulait. Cette découverte a tout changé, car la violence économique laisse des traces écrites, et les papiers ne mentent pas. Quelques jours plus tard, une autre pièce est apparue, puis une autre, puis une autre. À la 2e semaine, nous avions des documents montrant que Laurent avait discrètement transféré des fonds entre les comptes pendant des années. Pas illégalement, pas tout à fait, mais de manière trompeuse. Très trompeuse. Chaque nouveau document renforçait Émilie. Je pouvais l'entendre dans sa voix. La femme qui chuchotait autrefois parlait maintenant avec plus d'assurance. La femme qui s'excusait constamment posait maintenant des questions. Des questions importantes, des questions stratégiques, des questions sur les avocats, des questions sur le logement, des questions sur la reconstruction de sa vie. L'ancienne Émilie revenait lentement, et Laurent n'avait aucune idée. Un soir, elle m'a appelé alors qu'elle était assise dans sa voiture. « Je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr. » « As-tu déjà eu peur dans l'armée ? » J'ai souri.
Quelle drôle de question. C'est une question sérieuse. J'y ai réfléchi attentivement, puis j'ai répondu honnêtement. Tout bon leader a peur. Vraiment? Bien sûr. Qu'est ce qui les rend différents? J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. Le soleil se couchait au-delà des arbres. Une lumière orange peignait le jardin. Ils avancent quand même. Pendant plusieurs secondes, elle n'a rien dit. Puis je l'ai entendue expirer. Une longue respiration. Le genre de soupir que les gens relâchent quand ils commencent enfin à croire en eux-mêmes à nouveau. D'accord. D'accord quoi? Je suis prête. C'est à ce moment-là que j'ai su. Non pas que nous avions gagné, mais que Émilie n'était plus prisonnière mentalement. La prison émotionnelle se fissurait et, une fois que cela se produit, le reste devient possible. Le lundi suivant, je l'ai conduite pour rencontrer une avocate, une femme nommée Maître Hélène Lemaire. Une soixantaine d'années, vive, expérimentée, absolument intrépide. Après avoir examiné les documents, Hélène a retiré ses lunettes et s'est adossée à sa chaise. « Que c'est votre mari ?» Émilie a secoué la tête. « Rien. » Hélène a souri. « Parfait. J'avais déjà vu ce sourire. C'est le sourire que les professionnels affichent lorsqu'ils réalisent que les faits sont plus solides qu'ils ne le pensaient. » Pendant près de 2 heures, Hélène a passé en revue les preuves. Dossiers financiers, rapports médicaux, photographies, emails, témoignages, tout. À la fin de la réunion, elle a regardé directement Émilie. « Vous avez des options. » Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. Pas de tristesse, de soulagement. De soulagement pur. Car pendant des années, Laurent l'avait convaincue qu'elle n'en avait aucune. C'était ainsi qu'il maintenait le contrôle. Pas par la force, par le désespoir. Une fois que l'espoir revient, le contrôle commence à s'effondrer. La dernière pièce est arrivée de manière inattendue et, ironiquement, c'est Laurent lui-même qui l'a fournie. 3 jours plus tard, Émilie a découvert des preuves d'une liaison extra-conjugale. Au début, elle ne voulait pas enquêter. Elle a presque ignoré la chose. Puis, elle s'est souvenue de quelque chose que j'avais dit à de jeunes officiers des années plus tôt, la vérité ne devient pas moins vraie parce qu'on l'évite. Alors, elle a cherché, et a tout trouvé. Messages, reçus d'hôtel, photos, des mois de tromperie. Quand elle m'a montré les preuves, je n'ai pas été choqué. Les hommes comme Laurent croient souvent que les règles ne s'appliquent qu'aux autres. La découverte n'était pas satisfaisante sur le plan émotionnel. Elle était stratégiquement utile. Très utile, a approuvé Hélène. Au début de la 4e semaine, tout était prêt. Les documents, les dépôts légaux, les protections financières, le plan de relogement, chaque détail soigneusement arrangé. Maintenant, nous avions simplement besoin du bon moment. Et Laurent nous a aussi offert cela, sa fête d'anniversaire. Un grand rassemblement dans un magnifique domaine viticole de la région. Des amis, des collègues, des voisins, des dizaines d'invités, le public parfait. J'ai failli rire quand Émilie me l'a dit. Pendant des années, Laurent avait soigneusement géré les apparences. Il attachait une grande importance à l'image, à la réputation, au statut. La fête représentait tout ce qu'il valorisait, ce qui en faisait l'endroit idéal. La soirée était douce et claire. Le domaine bourdonnait de conversation. Les coupes de champagne tintaient. La musique flottait dans la grande salle de réception. Les gens riaient, souriaient, célébraient. Laurent adorait chaque seconde. Je l'ai observé de l'autre bout de la pièce alors qu'il passait d'un groupe à l'autre, serrant des mains, racontant des histoires, jouant le rôle du mari accompli, du professionnel accompli, de l'homme accompli. Personne d'autre ne savait que la représentation touchait à sa fin. À un moment donné, il a levé son verre. Merci à tous d'être venus. Des applaudissements ont suivi. Encore des sourires, encore des rires. Puis il a passé un bras autour des épaules d'Émilie, un geste qui semblait affectueux jusqu'à ce que l'on remarque à quel point elle s'était tendue. Je n'aurais rien pu accomplir sans ma femme. Encore des applaudissements. Puis est venue la phrase qui m'a retourné l'estomac, elle ne m'échappera pas, plusieurs invités ont ri. Pas Émilie. Et moi non plus. Parce qu'il le pensait vraiment et qu'il y croyait. C'était là le problème. Il croyait sincèrement qu'elle lui appartenait. Quelques instants plus tard, Hélène est entrée dans la pièce. Elle portait un tailleur bleu marine et tenait une fine pochette en cuir. Rien de dramatique, rien de théâtral,
juste les affaires. J'ai vu Laurent la remarquer. La confusion a traversé son visage, puis l'inquiétude, puis l'incertitude. Intéressant. Peut-être qu'une part de lui savait déjà. Hélène s'est approchée calmement. Émilie s'est avancée. La pièce est devenue progressivement plus silencieuse. Les gens sentaient que quelque chose se passait. Les conversations ont ralenti, les têtes se sont tournées. Laurent a regardé de l'une à l'autre. Qu'est-ce ce que c'est que ça? Hélène a ouvert la pochette. Émilie a accepté plusieurs documents. Puis elle les a tendus directement à son mari. Le silence est devenu absolu. Laurent a fixé les papiers. Son visage a perdu des couleurs. Pas d'un coup. Progressivement, comme quelqu'un qui regarde un orage approcher. Non. Un seul mot, à peine audible. Non. Encore, plus fort. Émilie se tenait parfaitement immobile. Pour la première fois depuis mon arrivée, elle avait l'air complètement calme, complètement libre. Les yeux de Laurent parcouraient rapidement les pages. La requête en divorce, les divulgations financières, les avis juridiques, tout y était. La réalité l'avait enfin rattrapé. Le contrôle avait disparu. Les secrets étaient exposés. L'avenir qu'il croyait lui appartenir s'était évaporé. Son regard s'est brusquement tourné vers moi. À travers la salle, à travers des dizaines d'invités stupéfaits, à travers des années d'arrogance. « Qui diable êtes-vous » a-t-il exigé. Plusieurs personnes ont eu l'air choquées. Pas moi. J'avais attendu cette question. Non pas parce que j'avais besoin de reconnaissance, mais parce qu'elle révélait quelque chose d'important. Après 8 ans passés dans la famille, Laurent ne me connaissait toujours pas. Pas vraiment. Il n'avait jamais pris la peine de le faire. Il voyait ce qu'il voulait voir, une femme silencieuse, une jardinière à la retraite, une grande sœur inoffensive. Rien de plus. J'ai soutenu son regard calmement, puis j'ai souri. La personne dont tu aurais dû t'inquiéter depuis le début. La pièce est restée silencieuse, et pour la première fois de la soirée, Laurent a eu l'air effrayé. Partie 5. 20 ans de service et la leçon finale. La peur change les gens. Parfois, elle les fait fuir. Parfois, elle les fait se battre. Et parfois, quand une personne a passé des années à croire qu'elle contrôlait tout, la peur la fait s'effondrer devant tout le monde. Ce soir-là au domaine, j'ai vu Laurent commencer à s'effondrer. Au début, il a essayé la colère. C'était prévisible. Les personnes comme Laurent commencent presque toujours par la colère parce que cela leur donne un sentiment de puissance. Il a jeté les documents sur une table voisine. C'est ridicule. Personne n'a répondu. Il a regardé Émilie, puis Hélène, puis moi. Sa voix est montée d'un cran. Elle ment. Toujours aucune réponse. Le silence autour de lui s'est alourdi. Parce que la vérité a un effet étrange sur une pièce. Une fois que suffisamment de personnes la reconnaissent, les mensonges résonnent soudain beaucoup plus fort qu'avant. Les invités n'entendaient plus un mari sûr de lui. Ils entendaient un homme désespéré, et il faisait la différence. Laurent a fait un pas vers Émilie. Pendant une brève seconde, j'ai vu l'ancien schéma revenir. L'intimidation, la pression, l'attente qu'elle recule, qu'elle s'excuse, qu'elle se rende. Au lieu de cela, Émilie est simplement restée là, calme, ferme, le regardant droit dans les yeux. L'expression sur le visage de Laurent était presque douloureuse à regarder. Non pas parce que j'avais pitié de lui, mais parce qu'il ne comprenait sincèrement pas ce qui se passait. Pendant des années, il avait entraîné Émilie à douter d'elle-même, à se remettre en question, à demander la permission. Et maintenant, soudainement, elle ne faisait plus rien de tout cela. Cela le terrifiait. Hélène a calmement rassemblé les documents sur la table. Monsieur Dubois, les actes vous ont été officiellement signifiés. Laurent l'a ignoré. Toute son attention restait fixée sur Émilie. Tu ne peux pas faire ça. Elle a répondu doucement. C'est déjà fait. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique, mais c'était peut-être la chose la plus forte que j'ai jamais entendu ma sœur dire. La pièce est restée silencieuse. Puis Laurent s'est tourné vers moi, les yeux plissés. C'est toi qui as fait ça. J'ai haussé les épaules. Non. Quoi? C'était Émilie. Il a ri amèrement. Émilie n'aurait jamais pu monter un truc pareil. Dès l'instant où ces mots ont franchi ses lèvres,
j'ai vu plusieurs invités échanger des regards. Parce que c'était là le problème tout entier. Pas l'argent, pas la liaison, pas même le contrôle. C'était le fait que Laurent croyait sincèrement que Émilie en était incapable. Cette croyance avait empoisonné leur mariage dès le début. Émilie l'a entendu aussi. Je pouvais le voir sur son visage. Et pour la première fois, elle a eu l'air presque triste pour lui. Ni effrayée, ni en colère. Triste. Comme quelqu'un qui voit enfin clairement une personne brisée. La fête s'est terminée peu de temps après. Les gens sont partis discrètement. Certains ont offert leur soutien, d'autres ont évité tout contact visuel. Quelques-uns ont clairement apprécié le drame. La nature humaine ne change jamais. Quant à Laurent, il est parti en trombe avant la fin de la soirée. Ce serait la dernière fois que je le verrais dans un cadre social. La procédure judiciaire a pris plusieurs mois. Plus longtemps que Émilie ne le souhaitait, moins longtemps que Hélène ne l'avait prévu. La raison était simple, les faits. Les faits sont des choses têtues. Les dossiers financiers existaient. Les comptes cachés existaient. La liaison existait. Les preuves existaient. Aucune indignation ne pouvait les faire disparaître. Tout au long de la procédure, Laurent a continué à insister sur le fait qu'il était la victime. Ce n'était pas surprenant non plus. Certaines personnes construisent leur identité sur le fait de n'avoir jamais tort. Admettre une faute leur semble impossible, alors elles réécrivent la réalité à la place. Le tribunal ne s'intéressait pas à la réalité réécrite. Le tribunal s'intéressait aux preuves. Et les preuves racontaient une histoire très différente. Au moment où tout a été conclu, Laurent a perdu bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Une part substantielle de son patrimoine, sa réputation, plusieurs opportunités professionnelles, et ses relations avec des personnes qu'il avait enfin vues telles qu'il était. Plus important encore, il a perdu le contrôle. La seule chose à laquelle il tenait le plus. Émilie, de son côté, a gagné quelque chose de bien plus précieux, la liberté. La première fois que je lui ai rendu visite dans son nouvel appartement, elle a pleuré avant même que nous n'ayons déballé le premier carton. Pas parce qu'elle était submergée, mais parce qu'elle pouvait enfin verrouiller une porte et savoir que personne n'exigerait d'explication. Elle pouvait acheter des courses sans demander la permission. Elle pouvait appeler des amis sans être surveillée. Elle pouvait s'asseoir tranquillement et lire un livre pendant 3 heures si elle le voulait. Des choses simples, des choses que la plupart des gens tiennent pour acquises, des choses qu'elle avait lentement perdues au fil des ans. Un après-midi, plusieurs mois après que le divorce eût été prononcé, nous étions assises ensemble sur son balcon en buvant du café. L'air printanier était doux. Les oiseaux volaient à travers les arbres. Pour la première fois depuis très longtemps, Émilie avait l'air apaisée. Vraiment apaisée. Pas le sourire forcé qu'elle avait affiché pendant des années. Une vraie paix. Le genre de paix qui s'installe profondément dans les épaules d'une personne. Le genre qui change sa façon de respirer. Elle a remué son café lentement, puis m'a regardé. « Je peux te demander quelque chose ? » « Toujours. » Elle a souri. « Quand l'as-tu su ? » Je savais déjà ce qu'elle voulait dire. « Quand avais-je su que quelque chose n'allait pas ? » Elle a hoché la tête. J'y ai réfléchi un instant. « La vérité ? S'il te plaît. » J'ai eu des doutes il y a des années. Son expression s'est assombrie. J'aurais dû dire quelque chose. Non, c'est moi qui aurais dû. J'ai secoué la tête. Émilie, les gens quittent les situations quand ils sont prêts. Elle a baissé les yeux. J'ai perdu tellement de temps. J'ai tendu le bras à travers la table et j'ai serré sa main. Non. Comment ça ? Tu as survécu. Les larmes sont apparues instantanément. Parce que les survivants se reprochent souvent les années passées à endurer quelque chose. Ils oublient à quel point la survie est difficile. Ils oublient à quel point il faut du courage simplement pour continuer à avancer. Je n'ai pas été très courageuse, a-t-elle chuchoté. J'ai souri. C'est là que tu te trompes. Elle avait l'air confuse. Alors, je lui ai dit quelque chose que j'avais appris pendant 20 ans sous l'uniforme. Les gens pensent que le courage, c'est courir vers le danger. Parfois c'est le cas, mais le plus souvent, le courage, c'est dire la vérité après des années de silence. Le courage, c'est demander de l'aide. Le courage, c'est croire que l'on mérite mieux. Ces choses-là sont souvent bien plus difficiles. Émilie a essuyé ses yeux, puis a ri doucement.
Tu sais toujours quoi dire. Non. J'ai souri. J'ai juste eu plus d'entraînement. 1 an plus tard, la vie était bien différente. Émilie a accepté un poste de direction dans une association d'alphabétisation. Elle a renoué avec ses amis, a recommencé à voyager, a recommencé à rire. Parfois, j'apercevais la femme qu'elle était avant. D'autres fois, je voyais quelqu'un d'entièrement nouveau. Quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui avait traversé les flammes et qui en était ressorti indemne de l'autre côté. Quant à Laurent, j'ai eu quelques nouvelles de temps en temps par des connaissances communes. Rien de dramatique, rien de particulièrement satisfaisant, juste des conséquences ordinaires. Et honnêtement, cela semblait approprié. La vraie vie offre rarement des vengeances dignes d'un film. Elle offre la prise de responsabilité. Lente, constante, inévitable. Un dimanche après-midi, presque exactement 1 an après l'arrivée de ce SMS, Émilie et moi étions assises sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil. La même terrasse où j'avais reçu son code de détresse. La même terrasse où tout avait changé. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a posé la question que j'attendais secrètement. Et si je n'avais jamais envoyé ce message? J'ai regardé vers l'horizon. La lumière orange s'étendait dans le ciel. La réponse est venue facilement, parce qu'elle était vraie. Je t'aurais trouvé de toute façon. Elle a ri à travers ses larmes, puis a appuyé sa tête sur mon épaule. Pendant un moment, nous sommes simplement restés assises là. 2 sœurs, plus vieilles maintenant, plus sages maintenant, reconnaissantes maintenant. Et j'ai réalisé quelque chose. Les gens supposent souvent que la chose la plus importante que j'ai apprise pendant mes 20 ans dans l'armée était le commandement, la discipline ou la résilience. C'était important. Mais la plus grande leçon était plus simple. Ne jamais ignorer un appel à l'aide silencieux. Parce que parfois, 3 mots ordinaires peuvent sauver la vie de quelqu'un. Et parfois, la mission la plus importante que vous n'entreprendrez jamais n'a rien à voir avec le fait de servir votre pays. Parfois, c'est de ramener les vôtres à la maison.